Nouvel épisode d'échange authentique, le podcast spécialisé dans l'apprentissage à l'âge adulte et j'ai la chance aujourd'hui de recevoir Mathieu Chauvet. Bonjour Mathieu. Hello, bonjour. C'est moi qui ai de la chance d'être là. Très heureux aussi de te recevoir. Comment vas-tu déjà en cette période de Noël? Ah, mais moi, je vais super bien. En fait, c'est une belle période. Alors, j'appréhende toujours un petit peu cette période de fête avec tous ces repas, ces cadeaux. Mais en fait, quand on prend un peu de recul, on voit aussi les super moments partagés en famille. Et puis, un peu là, ces petites étoiles dans les yeux des enfants. Donc, et puis, ça permet de couper un peu du rythme saccadé et quotidien. Voilà. C'est clair, c'est clair. Alors on va revenir à l'essentiel parce que plein de gens ne te connaissent pas, Mathieu. Peux-tu te présenter? Qui es-tu? Donc, je suis Mathieu Chauvet et je suis activateur de bien-être et de performance. Alors, bon, ça veut dire quoi? Parce que Bonne question. ouais, en fait, je suis coach mental. Je suis coach mental et j'accompagne et j'aide un maximum de personnes à pouvoir s'épanouir dans la vie, à pouvoir avoir plus de sérénité dans la vie et surtout en enlevant des blocages, des peurs, des doutes qui font qu'ils n'avancent pas dans leur vie et puis surtout qu'ils ne vivent pas la vie dont ils ont toujours rêvé. Donc ça va aussi bien monsieur, madame, tout le monde que des sportifs de haut niveau aussi, parce que je crois que j'ai un petit rapport avec le sport quand même. Et voilà. On va Donc en si parler. on en parle, On peut pas passer à côté. On peut pas passer à ah, côté. Moi avant, je voudrais juste avant savoir comment il était le petit Mathieu à l'école? Euh, et même sur les années d'après, ton rapport à l'apprentissage, voilà, comment ça se passait? alors ça s'est fait en plusieurs phases. Je crois que le Ouais. petit Mathieu, du petit Mathieu, il était très sage à l'école, et on le posait dans un coin, il bougeait pas, il apprenait. Il était plutôt un bon élève. Et puis après, Mathieu, il a été confronté à ses peurs, à ses doutes, Mhm. à son grand manque de confiance en lui et à une timidité effroyable, je dirais. Ce qui fait que j'ai dû à un moment donné même changer de collège parce que voilà, j'avais plus cette envie d'apprendre. J'avais du mal à trouver des amis, toi. Et à cet âge-là, je crois Mhm. que on apprend plus facilement quand on a des potes. Mais moi, j'en avais pas vraiment. Donc, j'ai eu pas mal de difficultés quand même au niveau du collège. Alors après, il y a des choses qui expliquent ça, puisqu'il n'y a pas longtemps, il y a quoi, il y a 3 4 ans, j'ai appris que en fait, tout ça, c'était les symptômes d'une hypersensibilité Mhm. et d'un haut potentiel intellectuel et émotionnel. Donc voilà, donc j'ai appris à plus de 40 ans que en fait, j'étais HPI depuis toujours et puis que voilà, voilà, c'était un peu les raisons de tous ces échecs ou en tout cas tous les doutes que j'ai pu avoir. Bon, après, moi j'ai fait un bac S. Euh, alors, ça a été compliqué parce que, comme je m'amuse à le dire, c'est pas vrai, mais je suis un peu blagueur. Donc, moi, je croyais que bac S, c'était bac sport. Ah, mais en fait, c'était bac scientifique. Donc, mais je l'ai fait pour une bonne raison, et c'est ça peut-être qui peut t'intéresser, c'est que j'ai fait bac S parce que je voulais faire une licence STAPS, parce que je voulais Mhm. me destiner justement au sport, et que en licence pour faire STAPS, voilà, il était fortement conseillé d'avoir un cursus scientifique. Et donc, vu que c'était vraiment ce que je voulais faire dans ma vie, j'ai dit, voilà, on a l'objectif de vie, j'ai un peu une partie de mon rêve qui se dessine, quelles étapes je dois franchir. Et ça a passé par là. Donc, voilà, je me suis consacré à ça. J'ai eu mon bac avec un petit peu de stress, un peu de difficulté quand même, mais je l'ai eu. Et pour la petite anecdote, puisque quand j'ai lu un peu tes questions, il y en a une là-dessus, c'est dernier conseil de classe, on m'a dit si vous avez votre bac Chauvet, franchement, c'est qu'il se passera quelque chose, hein. Et j'ai pris ça. Alors, on peut être découragé. Et tu vois, il y a beaucoup d'adolescents que j'accompagne qui sont un peu Mhm. meurtris justement par des phrases comme ça, malheureusement. Et moi, je suis plutôt du goût du challenge et ça m'a motivé. Je dis, allez, je vais montrer de quoi je suis capable. Et puis, je crois que j'ai jamais autant bossé justement pour pouvoir avoir mon bac.
Génial. Déjà, c'était le premier challenge, là. On était déjà dans la réponse au challenge. On en parlera avec le sport un petit peu après. Euh, Ouais. Justement, puisqu'on y arrive, le sport, le basket. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Mathieu, tu as été plusieurs fois, 2 fois, si je ne me trompe pas, élu meilleur entraîneur de France dans le basket féminin. Une fois en Ligue 1, une fois en Ligue 2, si je ne me trompe pas. Tu as fait plusieurs montées, tu as eu une vraie grande expérience là-dessus. On parlera de la fin de la carrière, on va juste parler du début maintenant. Comment tu tombes dans le basket? Alors, je tombe dans le basket tout jeune, tout jeune. Alors, moi, j'étais petit joueur de basket de départemental. Quand un jour, ma mère, qui était bénévole dans un club, qui entraînait des gamins dans un club, me dit, écoute, Matt, là, j'ai trop de gamins cette année. J'ai jamais réussi à gérer tout seul. Donc, écoute, ce que je te propose, c'est le mercredi après-midi, tu viens avec moi et puis tu vas entraîner avec moi. Et c'est comme ça que je suis tombé dans ma carrière d'entraîneur alors que j'étais juste joueur. Et franchement, ça a été une révélation, mais une pure révélation et des choses qui se sont passées dans la tête, même dans le corps, au niveau des émotions et sentiments. Et j'ai commencé donc à l'âge de 14 ans à entraîner mes premières équipes de basket, alors, du baby basket, du mini poussin, mini poussine. Voilà, mais c'est ce partage en fait ce partage des quelques connaissances que j'avais, ces échanges, ces interactions, et puis surtout voir évoluer les jeunes, quoi. Dire, waouh, c'est entre guillemets, c'est moi qui leur ai appris ça, quoi. Et ça, je crois que ça m'a toujours touché et c'est ce qui m'a animé et qui m'a conduit à dire, mais pourquoi je ne serais pas entraîneur professionnel, quoi. Et Alors vu que justement, ouais. oui, vas-y, je t'en prie. Non, non, mais vu que je suis du genre, moi, tu sais, à rêver grand et pas faire les choses à moitié, tu sais, moi, c'est pas, ouais, je vais faire ça comme une occupation. Je dis, bon, voilà. Écoute, et c'est en seconde que j'ai vraiment pris la décision, tu vois, c'est de dire, quand on fait remplir les fiches d'orientation, c'est de dire, bah non, mais moi, je vais être entraîneur pro, en fait. Voilà, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le sport. Et ce qui m'intéresse, c'est de transmettre. Et je veux devenir entraîneur professionnel et je veux vraiment faire ma carrière là-dedans, quoi. Et qu'est-ce qu'ils te disent tes profs alors à ce moment-là? Parce que bon, entraîneur professionnel, soyons honnêtes, c'est pas un métier. Non, je rigole. C'est pas un métier. Non, c'est pas un métier. Non, après, c'est pas. Tu vois, j'ai eu la chance. Déjà, j'ai eu la chance d'avoir des parents. Alors, certes, ils étaient dans le milieu du sport, ils étaient dans le milieu du Hmm, bénévolat, donc bon, ils savaient ce que c'était. Maintenant, de là à dire, ouais, c'est OK pour être entraîneur pro, mais ils m'ont accompagné, toi. Ils dit, OK, hmm, bon, ça, c'est ta direction, entre guillemets. Maintenant, c'est quoi le chemin? Et c'est quoi les étapes? Et hmm, du coup, on a fait ce cheminement-là, tu vois, on va se consacrer à ça. J'ai fait un sport-études. Après, voilà, je suis parti en première S, voilà, bac S, et puis comme je l'ai dit, et puis après, jusqu'à la licence STAPS, quoi. Mais mhm. les profs, pas tant que ça, en fait. Je crois que, en tout cas, moi, j'ai pas été super accompagné au niveau de l'orientation, mais peut-être parce que je savais déjà ce que je voulais faire, Bien quoi. sûr. Hmm, Et puis à la limite, que je fasse S pour sport ou S pour être ingénieur, ça ne changeait pas la donne, quoi. génial. Ok. Et si je reprends, donc tu décides de te lancer dans cette carrière-là, et assez rapidement, si je me trompe pas, tu tombes dans le coaching de basket féminin. Ouais. Challes-les-Eaux, entre autres, si je me trompe pas, c'est bien ça? Ou peut-être un Ouais, peu ouais, avant mais même, non? Dis-moi tout. bah, en fait, la clé, c'est que j'ai commencé par entraîner des filles. Et ouais. Et donc, tu vois, vraiment des gamines qui avaient peut-être 4-5 ans. Voilà. Et dans le lot, il y avait ma sœur. Mhm. Et du coup, ça a été un peu le challenge, c'était de s'accompagner, c'est de marcher main dans la main, tu vois. Et du coup, je l'ai entraînée, elle était mini poussine, après elle était poussine, elle était benjamine, etc., jusqu'à l'âge adulte, quoi, jusqu'en Ouais. senior, quoi. Et c'est pour ça que je suis tombé dans le basket féminin. Et j'ai adoré le basket féminin. Et pourquoi j'ai adoré le basket Hmm. féminin? Parce que j'ai adoré le côté humain, des échanges humains avec les filles, tu vois. Et le fait qu'il y a cette rigueur, qu'il y a une certaine autodiscipline, que quand tu dis quelque chose, quand tu partages quelque chose, il y a de l'écoute et qu'il y a derrière, il y a de l'envie de bien faire. Et puis, Hmm. j'ai retrouvé aussi ces problèmes de confiance en soi qui me parlaient.
Du coup, Mhm. je crois que le basket féminin était un peu comme, alors je vais pas faire de la psychanalyse, mais il était un peu comme mon miroir, tu vois. J'y voyais les problèmes que moi, j'étais en train de vivre. Et puis, il y a aussi ce côté, moi j'aime bien ce côté yin-yang chez moi, où il y a une grosse part de féminin aussi, et que voilà, je ne viens pas faire le mec de base macho, machin, et que voilà, j'ai cet amour de travailler avec des filles et puis à les aider à pouvoir franchir les obstacles parce qu'il y en a quand même pas mal, toi. J'avais une autre question à ce sujet. Comment on apprend à coacher et comment on apprend à coacher des filles? Il y a pas, non, vraiment, vraiment, il n'y a pas de cliché. Moi, j'ai entraîné aussi bien des filles que des garçons et vraiment, c'est pas un souci là-dessus. Moi, et j'ai souvent, comme toi, pris certainement parfois plus de plaisir à entraîner des filles que des garçons. Mais ça, c'est entre nous. Mais comment on apprend à coacher déjà? Qu'est-ce qu'on apprend pour devenir coach professionnel? On ne sait jamais. Il y a peut-être des gens qui nous suivent que ça pourrait intéresser. Et puis après, je voudrais voir cette petite dimension de coacher une équipe de filles. Moi, tu vois, quand je réfléchis à cette question, à chaque fois, il y a deux choses qui me reviennent. C'est regarder les autres déjà. Hmm. Et c'est vrai que moi, je me suis construit en me tournant vers, alors certes, des valeurs qui sont fortes pour moi, toi, parce que il y a 100 milliards de façons de jouer au basket. Et donc, tu peux le faire apprendre de la manière que tu veux. Hmm. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire un basket qui me ressemblait, qui avait une identité forte. Et ça, je sais, alors, je sais pas comment c'est venu, mais c'est venu de moi, tu vois, de dire que non, mais moi, le basket, je le vois comme un jeu de partage, tu vois, comme un jeu, l'essence même du sport collectif. C'est peut-être aussi pour ça que j'aimais le basket féminin, parce qu'il y a un côté plus collectif, plus Bien sûr. tactique, plus stratégique, tu vois. Et donc, il y a ça. Et donc, du coup, de regarder ce qui se fait, d'apprendre des autres, de s'inspirer des autres. Tu vois? Donc, j'avais ma propre philosophie et puis je regardais à droite, à gauche, et je l'ai toujours fait hein, jusqu'à la fin de ma carrière. J'étais toujours là en train de regarder une petite vidéo, machin, un truc. Ah, il fait comme ça c'est intéressant. Alors, des fois, je prenais 90%, des fois 50% du truc, Hmm. mais je le mettais à ma sauce parce que c'était toujours important en fait de ne pas copier, mais juste s'inspirer. Tu vois? Et ça a Bien toujours sûr. été une de mes techniques. Et j'ai eu des mentors. Il y a des personnes aussi avec qui j'ai travaillé qui m'ont totalement impacté notamment dans le savoir-être, tu vois. Et, euh, et après, la deuxième chose importante, c'est de comprendre. Je me suis toujours intéressé à comprendre le jeu, tu vois. Tu sais, c'est comme Hmm. quand tu fais un jeu de société, bah, faut que tu comprennes un peu, alors ouais, les règles, ça c'est une chose, mais Au-delà. comment c'est qu'on fait qu'on gagne? Donc voilà. Et moi, c'est ça qui m'a intéressé. C'est comment je peux, avec ma philosophie, faire un basket qui est performant et avec les ingrédients que j'ai. Voilà. C'est peut-être pour ça aussi que je suis un amoureux de la cuisine, tu vois. Hmm. Et voilà. Et Ah, il y a toujours eu ce rapprochement-là, tu vois. Et donc, voilà, comment j'ai appris à coacher, c'est comme ça, en regardant les autres, en m'interrogeant sur ce que moi, j'avais envie de hmm, vivre au basket. Et ça, je l'ai toujours dit à mes joueuses. Moi, ce que je veux, c'est me sentir vivant. D'accord? Je suis un peu vulgaire. Je n'ai pas envie de me faire chier à regarder un match de basket. Parce que moi aussi, je suis un spectateur le samedi soir. Et donc, j'ai envie de vibrer. J'ai envie de vivre des bien sûr. émotions. Donc, moi, mon basket, c'était un basket d'émotions. D'accord? Et puis ouais, c'est de comprendre quoi. Qu'est-ce qui peut marcher? Qu'est-ce qui peut fonctionner? Parce que je suis toujours un peu sur ce rapport-là à dire on gagne sur des choses qui fonctionnent, quoi. Donc consacrons du temps à faire des choses qui fonctionnent. Passons 80% de notre temps à faire des choses qui fonctionnent. Bien sûr. Bien sûr. Donc Et donc voilà. cette dimension féminine, qui est un petit peu différente, hein, on l'a dit, d'expérience, plus de collectif que chez les garçons, ça c'est sûr, moins d'individualité, pas les mêmes envies, pas les mêmes besoins, pas les mêmes recherches aussi de la part des joueuses. Alors, j'ai pas été au niveau du tien, je me suis arrêté sur la Nationale 2, mais est-ce qu'en Ligue féminine, il y a ce côté aussi, on ressent aussi ce côté-là féminin? Ouais, ouais, bah, clairement, hein, mais et pour coacher, faut comprendre. Faut Ouais, comprendre, entre guillemets, la psychologie féminine, toi. Mais ça, tu ne l'apprends pas sur les livres, tu l'apprends pas dans le livre, tu l'apprends grâce aux expériences que tu vis. Oh, mm, j'aurais pas dû dire ça, tu vois. Voilà, et c'est au fur et à mesure, quoi. Et c'est à la fois, moi, je trouvais intéressant le côté équilibre, toi.
à la fois avoir de la rigueur, tu vois, mais aussi avoir une certaine douceur, entre guillemets, toi. Mhm. Mhm. Toi, alors que l'approche Ouais, je comprends. masculine, tu le sais très bien, était un peu plus en mode bourrin, plus c'est bourrin, plus ça passe, quoi. Voilà. Là, il y a C'est cette cliché là, question. mais quand même. Mais c'est pas Ouais, faux. c'est cliché, mais c'est un peu Mais ça. c'est un peu ça, c'est un peu ça. Ça marche plus en Et du force. Ça coup, passe en force, on est ouais, d'accord. c'est ça. Et du coup, moi, cet équilibre-là, j'aimais bien, toi, à la Mm. fois être capable d'être strict et détendu, et Mm. puis être bienveillant, tu vois. Voilà, c'est tout ça que j'aime dans le basket féminin. Et du coup, ça s'apprend au fur et à mesure, quoi. Et je pense qu'au début, au début, tu fais un paquet d'erreurs, quoi. Mais à refaire, je crois que tu vois, à monter en compétence en même temps que tu montes les catégories, ça m'a fait une super expérience, quoi. Qu'est-ce qu'on t'en retire justement, au-delà de l'apprentissage, du coaching, de tout ça, qu'est-ce que ce fait de grandir et de faire grandir les gens avec toi? Je te dis quoi, que c'est ma mission de vie? C'est ma mission de vie, clairement. Ouais. Aujourd'hui, tu vois, si je suis coach de manière générale et formateur, parce que je suis aussi formateur, je vais dans des écoles type école de commerce ou organismes de formation au métier du sport. Mm. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est faire grandir l'autre, quoi. C'est de pouvoir faire repousser les limites, c'est pouvoir permettre à des gens d'atteindre des choses qu'ils je n'aurais jamais pensé ou qu'ils auraient toujours rêvé, mais qu'ils ne pensent pas capables de faire les choses. Mm. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Et je crois que ça m'a toujours animé. Et moi, je crois que ça m'est tombé dessus, toi. Et voilà, bah, c'est peut-être le côté un peu spirituel des choses, mais je suis persuadé que, en tout cas, me concernant, j'avais une mission de vie qui est de rendre les autres meilleurs. Alors, je dis pas que Ah, je suis bon, hein, mais moi, j'apprends à être meilleur tous les jours, tu vois. Tous les ça, c'est peut-être jours, le plus important. j'essaye de me coucher en disant, ouais, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Est-ce que je suis meilleur que la Mm. veille? Et qu'est-ce que je pourrais apprendre demain qui me rendra encore meilleur? Et partager ça avec les autres, mais moi, je trouve, bah, en tout cas, moi, j'adore. J'adore. Tu te considères comme ce qu'on appelle un lifelong learner, un apprenti toute la vie ou un apprenti de toute la vie? Ouais, Ouais. clairement. C'est ce que j'aime dans la vie. Mm. Ce que j'aime dans la vie, c'est qu'on peut apprendre tous les jours, de tout le monde, de toute personne, que ça se passe bien avec la personne ou moins bien, tu vois. Et Mm. que et moi, ce que j'adore dans la vie, tu vois, et bah voilà, disons-le, un peu de vulnérabilité, tu vois. Et aujourd'hui, tu vois, voilà, tu fais partie de ces belles rencontres aussi, toi. Et ça fait pas longtemps qu'on se connaît, mais voilà, on a envie de faire des rencontres comme ça, quoi. Et encore pas longtemps, on fait une autre rencontre, mais en fait, tous les jours, tu as le Bien sûr. privilège de pouvoir faire des magnifiques rencontres qui peuvent impacter totalement ta vie ou rajouter quelque chose. Et moi, j'ai adoré énormément de rencontres dans ma vie, quoi. Bon, top. Bon, on va arriver sur le truc un peu moins drôle. 2022, tu décides de t'arrêter. Alors juste avant de t'arrêter, ou juste après, parce que souvent on fait le bilan à ce moment-là, qu'est-ce que, quel serait selon toi le point d'orgue, le sommet de cette carrière d'entraîneur, le moment que tu as le plus apprécié? Pas forcément les titres ou les trophées, ça peut être les titres ou les trophées, mais voilà, le truc que tu retiens à tout prix de cette carrière. Waouh! Waouh! T'as vu, tu m'as dit Euh, challenge moi, je te challenge, hein. ah ouais, là, tu me challenges parce que c'est compliqué pour moi là-dessus. Parce que j'ai horreur des classements déjà, donc je Ouais, m'interdis, entre ah, guillemets, de dire je préfère ça à ça. Mais tu vois, il y a des choses qui me viennent. Il y a mon premier titre avec des gamines. hmm, Mais ça, je devais avoir 15 ans, 16 ans, tu vois, et c'est le truc voilà, c'est le premier truc que tu gagnes dans ta carrière d'entraîneur qui est pas encore une carrière d'ailleurs, tu vois. Et après, ouais, il y a quand même, les montées, c'est quand même des choses ouais. assez exceptionnelles, toi. Et c'est vrai que j'en ai vécu quelques-unes et il y en a eu des plus marquantes que d'autres. J'avoue, alors c'est vrai que l'aventure Charnay-les-Mâcons Hmm, a chauffé, a soufflé, pardon, le chaud et le froid, entre guillemets, hmm, mais je garde des super souvenirs, toi, parce que quand même fait partie de la troisième division, donc de la Nationale 1.
pour arriver jusqu'en LFB avec un village de 3500 habitants, quoi. Donc, c'est quand même aussi des moments Bien assez sûr. exceptionnels. Mais je crois que je pourrais retenir les aventures humaines, toi. Alors aussi Mm, bien collectif qu'individuel. Toi, moi, j'ai pris un kiff à entraîner des filles comme Mélanie Deveau, comme Laetitia Guapo, qu'on connaît un peu plus, mm. comme Elena Siak, là, qui vient de se D'arrêter sa carrière, retirer. ouais. Ouais. J'ai vécu aussi une superbe aventure humaine avec Rachid Méziane, puisqu'il a été mon assistant à Challes-les-Eaux, et c'est comme ça qu'on s'est connus. Donc voilà, il y a, tu vois, mais on revient encore à de l'humain, quoi, l'aventure Mm. humaine et les émotions qu'on peut vivre ensemble. Bon, ça c'est top. Bon, on parle un peu de l'arrêt. Ouais, Qu'est-ce qui motive en 2022? T'es quand même un entraîneur reconnu, titré, avec plusieurs montées, comme tu l'as dit. Et en 2022, stop. ouais. Ouais, Qu'est-ce qui se stop. passe? Alors, il se passe, au moment, je ne l'ai pas perçu comme ça, mais tu vois, la Mm, sagesse et le recul fait que, bah, il y a un alignement des planètes. Et donc, Charles Macon, ça faisait 6 ans hein, que j'étais au club. Et voilà, il décide de créer du renouveau. bon, Voilà. ok. Donc, Sans du toi, coup, moi, j'étais en fin de contrat, hein, de toute façon, bien j'étais sûr. en fin Mm, de contrat. Et voilà, j'ai pas, de toute façon, pas le choix que d'arrêter l'aventure avec Charnel et Macon. Sur le moment, le réflexe que j'ai, c'est je vais rebondir ailleurs et puis je vais montrer que je mm. suis pas mort parce que, tu vois, moi, je suis un amoureux du Phoenix. Et bah, déjà, après l'aventure Toulouse, quand même, bah, parce que Toulouse, en 2013, je suis élu entraîneur de l'année en première division par mes pairs. Bon, c'était une belle Belle fierté, reconnaissance. Ouais. belle reconnaissance, ouais, parce qu'en fait, euh, je vais faire une parenthèse là-dessus et je reviendrai Vas-y, après. je t'en prie, bien Tu me sûr, bien ramènes, sûr. moi je partais dans Oui, tous oui, les il n'y a sens. pas de souci. Mais la reconnaissance, tu vois, ce qui m'a rendu fier, pourquoi? Parce qu'on est parti avec un entraîneur qui avait jamais coaché en première division, Mm, ma pomme. D'accord? Euh, et quasiment, je crois, 100% des joueuses, ou il y avait peut-être une joueuse, c'était Julie Le Goupil, mais 100% mm. des joueuses n'avaient jamais joué en première division non plus. Et j'avais une moyenne d'âge, mais je crois à l'époque, ça devait être 21, 22 ans, quoi. J'avais une classe biberon, quoi. Ouais, Et on a réussi à se maintenir très tôt, si tu veux, dans le championnat. Alors, on doit finir, je ne sais plus, 10e, quelque chose comme ça. Mais on a créé la surprise parce qu'on avait le plus petit budget, on avait l'entraîneur entre guillemets le plus jeune et on avait les joueuses les plus jeunes. Donc en gros, on avait tout pour descendre bien sûr. et on a fait mentir les pronostics. Et c'est pour ça aussi, tu vois, que j'aime aussi ce trophée-là, pas du point de vue individuel, mais du fait qu'on a fait du taf ensemble pour pouvoir gravir une sacrée montagne. Mm. Et beaucoup pensaient qu'on n'arriverait pas en haut. Donc, tu vois, voilà. Et donc, du coup, paradoxe de la situation, en 2013, je suis élu meilleur entraîneur de l'année, première division, et je suis licencié par mon club de Toulouse. Bienvenue dans le monde pro. Voilà, donc c'est bon, c'est des choses qui arrivent. Voilà, je ne l'ai pas vu venir, celle-là, par contre, hein, tu vois. Non, je me doute, oui. Et du coup, là, pendant 3 ans, quand même, je me suis retrouvé à ne plus entraîner à haut niveau. J'ai fait quelques passages sur des équipes niveau en dessous, Ouais. mais voilà. Donc, voilà, d'où le Phoenix, où après, quand je signe à Charnay, voilà, j'estime que j'en avais encore à donner, puis j'étais encore là et le Phénix a réussi à renaître de ses cendres. Voilà. Donc, du coup, à la fin de l'aventure avec Charnay, je me dis, bah, je vais rebondir et puis ça va être reparti. Je me tourne même vers le Mhm. basket masculin, tu vois. Et puis, bah, tu sais ce que c'est, hein, c'est les chaises musicales, mais si tu n'as pas une place qui se libère, tu as du mal à en prendre une, quoi. Bien Et sûr, bien j'ai sûr. pas forcément cette occasion-là, mais tu sais, j'avais anticipé les choses. Et je Ouais. m'étais dit, de toute façon, si ça ne matche pas, qu'est-ce que je peux faire? Parce que alors, moi, je ne suis pas du genre à attendre que ça tombe à la fin du mois. Il faut que je fasse quelque chose. Je suis hyper actif et j'ai besoin de créer, j'ai besoin de m'occuper. Et j'avais déjà pas mal de plans. Et j'avais pas le plan de devenir coach. Mhm. Et Alors, donc,
Alors, on y arrive. Coach, qu'est-ce qui, dans tous tes plans, qu'est-ce qui fait que c'est celui-ci qui s'ouvre à toi le plus clairement, on va dire ça? Et qu'est-ce qui fait que tu te lances dans ce coaching, alors à la fois en entreprise, avec les individuels, on va dire coach en confiance. Allez. Yes. Ben, qu'est-ce qu'il fait? Ben, tu vois, j'y pense pas au début, alors que c'est juste une évidence. En fait, quand j'ai eu la révélation, c'est pareil, c'est un moment où j'ai lâché prise. Donc ça, c'est pas mal aussi, hein. Vous voulez trouver une solution, commencez à penser à autre chose, hein. Et moi, j'étais en plein milieu de mes vacances, en Sardaigne et tout. Je profitais des paysages et je pensais à rien d'autre que profiter de ma famille et des paysages. Et là, un matin, je me lève et je dis, mais t'es con, quoi. Tu l'avais sous les yeux, quoi. Qu'est-ce que tu aimes depuis toujours? Bah, c'est transmettre, faire évoluer les gens, les rendre meilleurs. Pourquoi tu ne le fais pas en dehors du sport? Le sport, c'est un environnement. Bien sûr. Crée un autre environnement. C'est-à-dire, fais-le auprès des entreprises, fais-le auprès des particuliers, fais-le encore peut-être au niveau des sportifs aussi. Mais voilà, sors juste du microcosme du sport et je suis désolé, mais rends-le au niveau du monde, quoi. Rends le monde meilleur. Mais je dis, mais c'est ça en fait, parce que depuis toujours, tu n'es pas coach de basket, tu es coach. Et puis même dans ma vie de tous les jours, je suis toujours sans arrêt là à donner un conseil à droite, à gauche, avec quelqu'un qui me parle d'un truc. Je dis, mais pourquoi tu n'essayes pas de faire comme ça? Mes frères et sœurs, je suis l'aîné, donc j'ai toujours été un peu le conseiller, le guide, on va dire. Mais donc j'avais tout sous les yeux, si tu veux. Et je dis, mais oui, c'est juste évident. Et en plus, j'étais mentoré à l'époque par un petit coach pas du tout connu qui s'appelle Nicolas Rimbaud. Tu Petit vois, Nicolas, c'est ça, oui. ouais. Donc Qu'on voilà, je dis, salue, Nicolas. ouais. Donc c'est Nico qui est vraiment mon mentor parce que c'est vrai qu'on a Mhm. travaillé quand j'étais encore dans ma carrière de coach, on a travaillé après. Et puis voilà, pour moi c'est ouais, c'est un exemple à suivre. Donc c'était limite, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Bah, je veux être comme Nicolas, quoi. Tu vois, c'était un peu ça. Ah oui. Je fais un peu de promo hein, parce que Nicolas, j'ai interviewé au mois de février dernier pendant le sommet. Donc allez voir l'interview de Nicolas si vous le souhaitez. Il n'y a pas de souci. C'est quelqu'un de très inspirant moi, c'était pas mon mentor, mais c'est quelqu'un que ouais, je me suis beaucoup inspiré de ce qu'il fait et j'ai eu la chance après de pouvoir le rencontrer et discuter avec lui. Donc c'est un vrai plaisir. Un vrai plaisir. Yes. Et au-delà de Nicolas, t'as mis quoi en place pour te dire, ça y est, je deviens coach, donc bon, Nicolas t'accompagne. Il y a peut-être un peu aussi un peu de technique aussi à apprendre, des choses à mettre en place. Comment on se forme pour devenir coach? Bah, tu sais, j'ai surtout mis en place, et ça c'est Nico qui m'a dit, mais parce que je voulais me former vraiment au coaching et Ouais, tout ça, quoi. Il me dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as pas tu le besoin de fais te déjà. coacher. Mais ouais, tu le fais déjà. Ça fait 25 ans que tu es dans le coaching. Donc, moi, il m'a appris et qui m'a aussi incité à apprendre, c'est plutôt tout le reste. C'est-à-dire le côté Ouais. marketing, commercial, digital, etc., etc., quoi. Mais pas à coacher l'humain, parce qu'en effet, c'est quelque chose Mm. que je sais faire. Donc, et c'est vrai que moi, mon premier réflexe, c'est de dire, je vais faire une école de coaching. Je me dis, bah, qu'est-ce que tu vas apprendre? Tu n'apprendras pas plus que ce que tu as appris là pendant tes années d'expérience, quoi. Bien sûr. Et c'est vrai qu'en regardant ça, alors c'est vrai que des fois, ça me manque. Pourquoi? Parce qu'on est encore dans un système en France où on voit le diplôme. Merci. Voilà, et Merci. que moi, quand on me pose la question dans les soirées, réseau, machin truc, ah, t'es coach, bah, t'as fait quelle école? Bah, l'école de la vie, pourquoi? Ben ouais, Mais si, oui, bienvenue dans le club là. Euh, on le vit tellement ce genre de retour de la part des gens qu'effectivement, voilà. Est-ce que les résultats sont bons? Oui, bon bah alors c'est déjà quand même le plus important. Est-ce que tu aides les gens? Est-ce que tu les accompagnes? Est-ce c'est qu'ils ça. grandissent avec toi? Souvent c'est certainement plus important qu'un petit bout de papier. Parce que j'en connais, hein, et même dans le basket, hein, des entraîneurs diplômés hein, et des coachs diplômés. Bref, j'irai Ouais, mais pas plus j'ai loin. toujours un peu ce souci-là, moi, tu vois, parce que pareil, quand j'étais gamin, j'ai pas passé mes premiers diplômes tout de suite. Ouais. Et à un moment donné, je l'ai fait parce que j'étais barré au niveau des dossiers, si tu veux. On déposait un dossier championnat de France pour une équipe jeune. Votre entraîneur a-t-il un diplôme? Non. Ben, vous n'êtes pas pris Hop, en merci. championnat de Ah, France. bien sûr. Merci, Mhm. super.
Donc ça m'a vraiment frustré, tu vois. Et du coup, j'ai dit, bah là, il faut que je sois diplômé. Et après, j'ai appris des choses, mais je crois que j'en apprenais encore plus en voyant des entraîneurs coacher en Pro B ou en Pro A à l'époque que dans les formations d'entraîneurs, si tu veux. Bien Et, sûr. euh, et là, toi, ce que j'apprends, je fais des formations quand même. Mais outre les formations en marketing ou en réseaux sociaux et ces choses-là, j'ai fait une formation de PNL. Pourquoi? Hmm. Parce que ça m'attirait énormément, parce que j'adore ce système de fonctionnement, parce que j'adore le cerveau, j'aime comprendre ce qui se passe et ce qui se joue dans le cerveau, et que je sais que la PNL, en fait, ça peut vraiment débloquer certaines situations et si, ça peut vraiment rendre l'impossible possible. Et c'est ça qui m'a intéressé. Et c'est pour ça que j'ai fait une formation et que là, je vais bientôt finir mon cycle de praticien PNL. Tu vois, je ferai certainement un peu d'hypnose, mais parce que je sais que en une fraction de seconde, on peut vraiment débloquer des situations alors qu'on a passé 10 ans en psychothérapie, tu vois. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des résultats, juste des résultats. D'accord? Et que tout ce que je veux faire, c'est être aligné avec moi-même. Moi, c'est ce qui compte. Et c'est comme ça que j'apprends, en fait. Tu vois, si on revient un peu sur Bien l'apprentissage, sûr. moi, j'aime apprendre. Mais je vais retenir les choses et je vais vraiment apprendre sur les choses qui sont vraiment alignées avec mes valeurs, avec mes importants, tu vois. C'est-à-dire que moi, le but, c'est pas de remplir mon cerveau de plein d'informations, mais de toute façon, il peut pas. Le cerveau, il est formaté pour pas retenir 150 000 informations. Bien sûr. D'accord? Mais par contre, moi, j'ai besoin d'intégrer des informations qui vibrent avec moi-même, tu vois. Et c'est comme ça que j'apprends et que j'apprends d'autant plus vite. Et puis moi, je préfère apprendre, si tu veux, dans des bouquins, dans des vidéos, dans des échanges avec des personnes. Pareil, ça, juste parler avec quelqu'un. Mais tu apprends tellement, quoi. Et beaucoup plus que dans une formation, quoi. Mais c'est de l'apprentissage permanent, la vie, hein, voilà, et effectivement, quand on sait voir ce qu'il y a d'important et ce qu'il y a à retenir, et quand on retient les choses, voilà, faut être ouvert, hein, c'est important ça aussi, mais c'est vrai que c'est essentiel, quoi. Et on grandit. Et on Et on grandit grandit. Et tellement. tu me parlais de valeurs tout à l'heure. Je voulais juste orienter justement ta transition là. Tu décides de changer cette entre guillemets de vie. Comment ta famille le vit autour de toi? Parce que c'est important. Souvent, on a des gens qui veulent changer de vie et souvent, mais ils ont tellement envie qu'ils y vont. Il n'y a pas de souci. Mais autour d'eux, c'est pas toujours facile à gérer. Alors parfois soulagement, parfois inquiétude. Comment ça s'est passé pour toi? Je pense qu'il y a une certaine pudeur qui fait que, il y a eu de l'inquiétude, mais qu'elle n'a pas été forcément dit ouvertement. Par contre, moi, j'ai clairement de la chance depuis toujours d'avoir un entourage qui est un véritable soutien, un véritable encouragement. Mais ça a été le cas déjà dans le basket. Bon, je te l'ai dit par rapport à mes parents, mais j'ai Mhm. aussi une épouse qui a eu un rôle vraiment majeur dans ma carrière d'entraîneur, puisque voilà, on s'est connus en Vendée et après on est parti sur Toulouse, on est revenu bah, du côté de chez mes parents. Donc vers Mâcon, Bourg-en-Bresse. Donc voilà, elle m'a toujours suivi et soutenu. Donc ça, c'est vrai, c'est une vraie aide, si tu veux. Puis moi, j'étais du genre à avoir quasiment toute ma famille dans le gymnase quand je coachais. Donc, j'ai toujours eu ce cercle-là de précieux, tu Mhm. vois. Et là, mais là encore une fois, et ma femme m'a dit, mais vas-y, c'est ce que tu veux faire, si tu le sens, mais vas-y, fonce. Mes parents, pareil, mes frères et sœurs, voilà, tout le monde me suit. Mais je crois qu'ils savent aussi que modestement, je suis capable de faire les choses. Et que quand je me lance dans quelque chose, en général, j'y arrive. Mhm. Et voilà, alors ils sont inquiets pour moi, bien sûr, mais ils sont pas sceptiques, tu vois. C'est ça la différence. On peut être inquiet, mais pas sceptique. L'année dernière, quand je me suis lancé sur ma folle aventure de Le traverser du marathon. désert, mais ils étaient morts de trouille. Mais ils savaient qu'il fallait me laisser partir et que de toute manière, je ne lâcherais pas l'affaire et puis que je ferais tout pour arriver au bout, tu vois. Et c'est un peu pareil pour ma carrière, tu vois. C'est pareil. Mhm. Bah justement, on y arrive. On va parler de mindset. Alors, cher à Nicolas Rimbaud, entre autres, mais pas que. Euh,
je voudrais qu'on fasse un peu le parallèle du mindset entre justement le sportif, le côté sportif ou le côté d'accompagnement sportif, on va dire, et l'accompagnement perso, pro. Comment déjà tu fais le lien? Et puis, j'ai besoin de t'écouter sur le mindset. En quoi pour toi c'est si important d'avoir un bon mindset? Oh là là, mais il y a plein de questions dans T'as ta vu, il y en a question trop. là. Alors on va commencer par le début, j'avoue. Déjà, en quoi c'est important d'avoir un bon mindset? Parce que ça, c'est pour moi le plus important. Puis après, on verra de ce que tu as appris en fait de ton passé du monde sportif. Mais je crois que le mindset, en fait, c'est à la fois l'étincelle, si tu veux, Ouais, et à la fois le moteur, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qui va te permettre déjà de passer à l'action. Parce que, tu vois, dans les personnes que j'accompagne, souvent, le plus difficile, c'est ce premier pas. C'est le fait d'oser, bien sûr. de pouvoir passer à l'action parce que grosso modo, j'ai peur d'oser parce que j'ai peur de me tromper, parce que j'ai peur du regard des autres, parce que j'ai peur d'être jugé si jamais je me plante. Mm. Et tu vois, le mindset, justement, le mindset de gagnant, c'est de pouvoir se dire, non, mais je suis capable de le faire. Donc allons-y. Tu vois, c'est de pouvoir faire ce premier pas avec beaucoup plus de sérénité. Parce que ce n'est pas une question d'envie. Tout le monde a envie. Pas une question de motivation. Tout le monde est motivé. D'accord? Par contre, c'est comment je fais pour y aller? Mm. D'accord? Et c'est de prendre cette confiance par rapport à ça. D'accord? Et à la fois, le moteur, puisque en entretenant ton mindset, justement, bah, tu vas pouvoir faire face beaucoup plus facilement à toutes ces épreuves, tous ces doutes, ces obstacles que tu Mm. vas retrouver en chemin. Et ne pas abandonner. Toi, par exemple, je me retrouve face à un obstacle, j'ai plusieurs options, hein. Je tourne les talons, j'abandonne. J'essaye de contourner le problème, mais en fait, je me retrouvais nez à nez avec un deuxième problème juste derrière. Ou est-ce que j'essaye de gravir le problème et puis de prendre un peu de hauteur? Tu vois, j'aime bien cette image-là, de monter en haut Mm. de cet obstacle, de ce rocher qui te barre la route, et puis de voir ce qu'il y a derrière le rocher et toutes les possibilités qu'on a, toi. Mais c'est ça le mindset, en fait. C'est ce qui te permet à la fois de faire ce premier pas et à la fois de continuer à avancer et puis de tenir, de tenir. Parce qu'il faut aller Et au c'est bout. et c'est peut-être ça le rapport avec le monde sportif, parce que des montagnes, t'en avais à gravir tous les week-ends. Carrément. En gros, c'est ce que j'apprécie aussi, moi, dans le monde du sport et du basket en particulier, parce que justement, on se remet en question chaque week-end, et chaque week-end, on a sa petite. Parfois, c'est des rochers, parfois, c'est des grandes falaises, mais, mais on a toujours sa montagne à gravir, quoi. Ouais, carrément. Mais c'est de toute façon les parallèles entre la vie pro, la vie perso ou le sport. Mais en fait, c'est juste la vie, j'ai envie de te dire. C'est juste la vie. Mm, C'est-à-dire, dans la vie, bah, tu te retrouves avec ces montagnes russes, quoi. Et l'apprentissage, c'est des montagnes russes aussi. mm, C'est-à-dire que, ouais, il y a des moments où tu vas apprendre et réussir, et puis il y a des moments où tu vas apprendre et échouer. Il y a des moments où tu vas être en pic d'énergie, puis des moments où tu vas être dans le down. Mais c'est quoi? C'est la vie, elle est faite comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'apprentissage linéaire, il n'y a pas d'épanouissement linéaire. Et c'est parfois et même souvent les épreuves qui vont te permettre de franchir un nouveau cap après. Et moi, tu vois, dans ma carrière d'entraîneur, si je peux partager ça avec toi, bien sûr, bien sûr. euh, autant bien sûr, j'avais horreur de perdre. Bien sûr que, alors, et notamment début de ma carrière, j'avais la boule ici, je refusais de manger après les matchs, tu vois, je faisais la grève de la faim. Bon, c'était au début, après, je me suis calmé, mais j'avais ce côté émotionnel où la défaite, elle passait pas, quoi. Mais au fur et à mesure du temps, j'ai appris en fait que ces échecs, en fait, ils étaient bons. Alors oui, ils font mal, ils sont pas agréables. Je me dis, mais oh là, c'est top tout ce qu'on a appris là. Tout ce Mm. qu'on a appris sur nous aujourd'hui là. Tout ce qu'on fait mal, tout ce qu'on n'a pas assez fait bien, etc. Et limite, à la fin, je bénissais entre guillemets les défaites qui allaient nous permettre de créer nos futures victoires, tu vois, et de nous donner une direction à notre travail. C'est essentiel, c'est essentiel. On va changer des montagnes, on va passer aux dunes. Parce que moi, je voudrais que tu me parles de cette expérience. T'as vu, les transitions étaient belles à noter là. Euh, Magnifique, magnifique, hein. Moi, je voudrais que tu me parles du marathon des sables. Euh,
Bon, je te suis un peu, on se suit sur les réseaux sociaux et je vois d'un seul coup, je dis tiens, Mathieu, il va faire le marathon des sables. Qu'est-ce qu'il va foutre là-bas? Alors explique-nous. D'où vient l'idée? Comment ça se fait? Et puis pourquoi on se dit du jour au lendemain, tiens, allez, je vais aller courir là-bas. Bon, je t'ai dit, je suis quelqu'un de rêve, d'accord? Donc, le premier rêve, c'était d'être entraîneur de basket pro. Et après, je suis quelqu'un qui pratique la course à pied. Alors, ça a commencé par la course à pied sur route. Après, c'était de dire, bah, tiens, est-ce que tu peux pas faire un marathon? Bon, voilà, j'ai lancé sur 2 marathons, Lyon et Paris. Et puis après, bah, est-ce que tu peux pas allonger la distance? Parce que je suis un peu du genre à tester mes propres limites, si tu veux. Et c'est ce que j'aime aussi, c'est de pouvoir pousser les gens à dépasser leurs propres limites, mais parce que Mhm, moi, je sais aussi comment on fait pour dépasser mes propres limites, toi. Et, euh, bien sûr. et du coup, ça a été crescendo comme ça. Et à un moment donné, tu te poses la question, tu te dis, mais c'est quoi tes courses de rêve, quoi? Et tu sais, c'est un peu sur ton lit de mort, qu'est-ce que tu aimerais avoir accompli, quoi? Bah voilà, moi, il y a 3 courses de rêve. Il y avait le marathon des sables, la diagonale des fous et Diagonale des l'UTMB. fous. Ouais, Voilà. Et voilà. Donc, c'est mes 3 courses, si tu veux. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont se greffer au fur et à mesure. Mais en tout cas, c'est celle que je voulais faire. Et je sais pas, j'aurais pu le faire à un autre moment. Mais là, j'ai senti que c'était le moment. J'ai dit, j'ai besoin de ça. Je sais pas, ça m'a appelé. bien sûr. C'est limite si l'organisation m'avait pas appelé, dire tiens, tu viens, machin. Donc, c'est pas du tout ça. Mais j'ai senti cet appel-là. Comme Mhm. les marins ont l'appel du large. Bah, moi, j'ai eu cet appel du désert, entre guillemets. Et c'est la plus belle expérience de ma vie, quoi. Si tu savais. Qu'est-ce qu'on apprend quand on est tout seul à courir là comme ça, au milieu des dunes? Parce que je suis pas sûr que tu croises grand monde déjà. Forcément, il y a de l'introspection. Déjà, Il y quand on a court, énormément. naturellement, il y en a, mais alors, pardon, Ouais, je t'ai ouais, non, coupé. mais là, tu es seul face à toi-même, tu es seul face à l'immensité du désert, quoi. Et moi, toi, Mm. c'est ce qui m'a le plus frappé, c'est de te retrouver tout petit, là, face à cette immensité de sable, Ouais, avec des moments où, une fois que tu as dépassé les dunes, tu as des plats, mais qui sont interminables, où tu vois même pas la ligne d'horizon, quoi. Où il y a des moments où tu vois le checkpoint suivant ou le bivouac d'arrivée, tu l'aperçois, mais 1 heure et demie après, tu n'y es toujours pas. Parce que tu ouais, avais l'impression que c'était là, mais en fait, c'est loin, quoi. Et c'est ça, toi, le désert. Et donc, forcément, ramener à ta petite personne, eh ben, il faut que tu sois fort, hein. Tu sois vraiment fort dans la tête Mm. parce que, puis d'abord, les checkpoints, ils ne sont pas tous les 500 mètres. Et puis, bah voilà, de toute façon, faut avancer, quoi. Faut avancer. Donc, toi, dans ma tête, c'était le mindset, c'était avance, 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 avance. Un pas de plus, tu vois. Et Ouais. voilà. Et ça a été tourné là-dessus. Et puis, tu découvres plein de choses sur toi. Alors, pas des grandes découvertes, mais tu vas encore un peu plus loin. Et puis tu te challenges aussi, parce qu'en effet, ouais, il faut aller au bout, quoi. Mais après, il y a le désert. Et ça, on ne peut pas parler du désert, si tu veux. On ne peut pas parler du désert parce qu'il faut le vivre, quoi. Et toutes Mm. les personnes qui songent à aller dans le désert, mais allez-y, dépêchez-vous, allez-y, parce que moi, tu vois, là, je suis prêt à y retourner, hein. Mais Moi, j'ai vraiment, eu la parce chance de faire que et le je pense massif que de je vais. l'Enedi. Là, ici, voilà, j'ai eu la chance d'aller dans le massif de l'Enedi au nord du Tchad et sud de la Libye. C'est magnifique et c'est une vraie expérience humaine, encore une fois, personnelle d'abord. Ouais. Mais oui, oui, je te rejoins là-dessus. Même si je cours pas, moi, je l'ai arrêté depuis longtemps. Mais bon, c'est pas grave. Merci. Je voudrais juste deux, trois petites questions avant de conclure parce qu'on est déjà bien avancé Déjà? dans le timing. Et ouais, ça va vite. Euh, reprenons un petit peu ton changement de vie et en mode conseil, quel conseil tu donnerais, toi, à ceux qui, justement, sont en plein changement ou en pleine réflexion vers un changement de vie? On appelle une reconversion, une transition, on peut l'appeler comme on veut, une réorientation, bref, peu importe. Quel serait le conseil principal que tu pourrais donner à ces gens-là? Bah, de savoir vraiment ce qui les anime, quoi. Ouais. Moi, tu vois, ma vie, je l'ai créée uniquement et vraiment uniquement sur ce qui me fait vibrer. Mais Mm. vraiment ça, quoi. Moi, j'ai un feu à l'intérieur, tu vois, et me tourner vers les autres, faire grandir les autres, c'est ma raison d'être. Tu vois, j'ai dit ma mission de vie, mais c'est ma raison d'être, quoi.
Et je ne l'ai pas inventé. Toi, je l'ai sorti parce que j'ai été chercher au fond de moi-même, mais qu'est-ce que tu aimes faire, Matt? Qu'est-ce que tu aimes faire plus que tout, quoi? Et dans quoi tu prends du plaisir? Et moi, je prends du plaisir justement à échanger avec les gens et à les rendre meilleurs, toi. Et c'est ça. Et je pense que quelqu'un justement qui cherche encore sa voie, et j'ai parfois des clients comme ça qui sont complètement perdus, c'est découvre qui tu es, toi. Et moi, tu vois, la phrase que j'aime bien justement, c'est deviens qui tu es. Mhm. C'est-à-dire, va chercher en profondeur déjà ta réelle identité, d'accord? Celle qui te correspond pleinement. Et ça, c'est pas évident, mais faut se faire accompagner, je pense, pour ces choses-là, un peu d'auto-promo d'ailleurs. Allez voir les coachs. Mais ouais, mais à un moment donné, si tu sais pas réellement qui tu es, si tu sais pas ce Mhm. qui t'anime, ce qui te fait brûler, je vois pas comment tu peux créer la vie dont tu as toujours rêvé, quoi. Tu vois? Et ça part de là. C'est-à-dire qu'avant d'avoir des choses, avant de faire des choses, soyons, d'accord? Avant d'avoir et de faire, il faut être. Parce on est des êtres humains avant tout. Donc, et c'est ce que tu vas être qui va déterminer ce que tu vas faire et ce que tu vas avoir plus tard. Et moi, je commence toujours par ça, c'est qui tu es d'abord. C'est un super message et j'espère que ça va inspirer pas mal de monde parce qu'effectivement, on a tendance parfois à l'oublier. On a tendance à se mettre un peu dans la machine et puis ça tourne. Voilà, mode essorage. Et c'est vrai que se recentrer sur soi et savoir ce qu'on veut faire dans la vie, c'est aussi le choix que j'ai fait moi il y a quelques temps. Ouais. Et c'est important, c'est essentiel et c'est comme ça qu'on vit bien, en fait, aussi. Ouais, on vit bien et puis on n'a pas, voilà, on prend plaisir à faire les choses, tu vois. Mm, Et ça crée une certaine motivation, ça crée une certaine énergie aussi. On a de l'énergie à faire les bien sûr. choses. Moi, les journées de coaching, alors oui, ça fatigue, mais ça me met tellement en énergie. Je suis tellement Mm. heureux à la fin de la journée d'avoir aidé 3, 4, 5 personnes, quoi. C'est ça, c'est cette gratitude dans la vie que j'ai à pouvoir vivre des moments comme ça, toi. Super. Bon, Mathieu, tu m'as dit que tu étais un homme de challenge et de projet. C'est quoi le prochain? Ah C'est quoi? Ah, pas un scoop, hein, voilà, mais est-ce que tu as une idée déjà? Oh, je suis sûr que tu es déjà en train de penser à plein de choses. Ouais, alors après, dans les projets perso, là, je viens de m'inscrire à une petite course de l'UTMB. Alors, pas Ah, la l'UTMB, petite. mais Ah non. le Tour des Ducs de Savoie, c'est 148 km avec 9300 mètres de D+. Donc, ça, c'est fin août, donc on a le temps. Et puis, mais je vais caler quelques petits trucs. Et là, il y a un truc qui se trotte dans la tête depuis quelques moments, tu vois, c'est peut-être de faire le chemin de Stevenson, mais Hmm. de manière un peu sportive. Donc voilà, j'ai quelques trucs comme ça qui traînent. Et puis peut-être un voyage au fond de moi-même. Avec, Ah. ouais, je serais très tenté par une retraite en fait. Alors Hmm. pas une retraite professionnelle, mais une retraite Vipassana où on passe Ouais. 11 jours à méditer, à prier et à ne pas parler. Et ça permet aussi de se confronter à soi-même. Donc voilà, je ne sais pas si ça sera dans mes engagements, mais en tout cas, c'est dans mes envies. Bon, sachant que très souvent, mes envies se transforment en action. Bon, en tout cas, je vous encourage tous à vous rapprocher de Mathieu pour tous ceux qui travaillent et qui veulent travailler sur leur confiance. Allez-y, ayez confiance et franchement, je vous le dis avec sincérité. Mathieu, on mettra toutes les informations aussi Bien sûr. en lien connexe avec le podcast. On va conclure par la question, parce que je pose cette question à toutes les personnes que j'invite sur le podcast. Mathieu, quelle est ta dernière expérience d'apprentissage? C'est quoi la dernière chose que tu as appris sur toi ou en général? Voilà. Elle est trop dure, cette question. Je Elle est sais, dure. c'est fait exprès. Non, mais pourquoi elle est dure? Pourquoi elle est dure pour moi? Parce que je pourrais te dire, il y a encore 1 heure, quand j'étais en train de faire un jeu de société avec mes enfants, parce que je suis de plus en plus dans apprendre de chaque chose, quoi. Apprendre chaque chose
et c'est vrai que moi, je suis un boulimique de connaissances. C'est vrai que j'ai cet intérêt-là. Donc, ça va être le dernier livre, ça va être le dernier podcast, ça va être voilà, toutes ces choses-là. Et puis, ça va être même nos échanges. Donc, Mm. je ne vais pas répondre à la question, je sais, mais je veux dire que je vais apprendre peut-être encore de ce qu'on a fait là maintenant, tu vois. Parce que je suis Bon, beaucoup dans prendre de la hauteur. J'aime prendre de la hauteur et, et puis dire, mais qu'est-ce que je peux greffer encore dans mon disque dur? Mais pas juste pour avoir une collection, c'est juste, toi, moi, c'est des briques. Et je crois que je me construis avec plein de petites briques toutes différentes qui viennent un peu partout, toi. Donc, voilà, c'est ça mes expériences d'apprentissage. belle image en tout cas. On va la garder. Merci Mathieu, merci Avec beaucoup grand pour cet plaisir. échange. Euh, et puis on se retrouve très bientôt, en tout cas je l'espère, et à très bientôt aussi sur Échange Authentique. Merci à tous, merci Mathieu. Merci à toi.